Toutes et à tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Merci à celles et ceux que je revois chaque lundi pour nos conférences et bienvenue à celles et ceux qui sont là pour la première fois aujourd'hui. Donc pour un peu de contexte, on organise chaque lundi une conférence au Palais universitaire. Le Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg organise. Et voilà, et donc cette année, peut-être qu'il y a certains ou certaines dans la salle qui sont enseignants, donc vous le savez déjà, mais c'est l'année des géosciences 2024-2025. C'est une initiative du CNRS et de l'éducation nationale pour vulgariser et sensibiliser le grand public aux sciences de la Terre. Donc dans ce contexte-là, on a la chance de recevoir aujourd'hui Jérôme van der Voorde, j'espère que je le prononce bien, qui est chargé de recherche CNRS à l'Institut Terre et Environnement de Strasbourg. Il vient nous parler aujourd'hui des plaques tectoniques. Donc c'est dans la lithosphère, des morceaux de la lithosphère terrestre, dont l'étude de la dynamique et des mouvements nous permet d'apprendre beaucoup de choses sur plein de phénomènes naturels. Aujourd'hui, pendant 1 heure, on va faire un petit voyage des Vosges à l'Himalaya et pour discuter un petit peu des paysages que nous leur connaissons et donc leur lien avec ces plaques tectoniques. Comme d'habitude, gardez vos questions, on pourra essayer d'y répondre à la fin et je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, merci pour cette introduction et merci au Jardin des Sciences de nous donner l'opportunité de présenter quelques-uns de nos travaux. Donc effectivement, je vais vous parler de tectonique, de dynamique des paysages, donc de processus profonds et de processus un peu plus superficiels. On va essayer de voir s'il y a des liens entre ceux-ci. Et puis on va se voyager effectivement de l'Himalaya aux Vosges. C'est un exercice un peu périlleux, je dois dire. Je ne l'ai pas fait souvent et j'espère qu'il ne sera pas trop confus. Alors, je commence par cette carte que vous connaissez sans doute. C'est les plaques tectoniques à la surface de la Terre. Juste pour souligner que donc on va se déplacer de l'Himalaya ici dans ce grand rond rouge vers ce petit rond rouge qui est centré là sur l'est de la France. Juste pour dire que ces deux zones, bien qu'éloignées, appartiennent d'une certaine manière à la même zone de collision qui déforme et qui provoque des séismes au sud de cette grande plaque eurasiatique, donc à l'ouest en collision avec la plaque africaine et à l'est en collision avec la plaque indo-australienne. On va commencer cet exposé par l'Himalaya, puis on reviendra vers les Vosges. Voici une vue de la navette spatiale de cette zone de collision Inde-Asie. Vous reconnaissez la chaîne himalayenne ici par ses sommets enneigés, englacés, entre l'Inde au sud, à gauche ici, et le plateau du Tibet à droite. Cette chaîne himalayenne est alimentée par des pluies de mousson qui viennent de l'océan Indien, ce qui explique cette formation de neige et de glaciers sur les sommets, et également ces couleurs vert foncé ici, qui sont la marque en fait de la végétation qui recouvre les piémonts himalayens. Quand on passe cette barrière orogénique vers le nord, les pluies deviennent plus rares. On rencontre ces couleurs ici plus beige clair. Donc la roche est à nu. Elle est à nu, alors effectivement parce que l'Himalaya a freiné le passage des précipitations, mais également parce qu'on se trouve à plus de 4000 mètres d'altitude sur le plateau du Tibet. Alors vous reconnaissez également quand même qu'il y a un peu de précipitations, puisqu'on voit des lacs ici, mais ces lacs, vous voyez, ne sont pas du tout connectés par des rivières. Ils témoignent en fait de ce qu'on appelle de l'endoréisme, c'est-à-dire de bassins versants qui sont piégés en fait sur le haut plateau tibétain. Alors,
juste pour vous situer, la partie centrale de l'Himalaya se situe là, dans le bas de cette image. L'Everest est tout juste en dessous de cette image. On va se déplacer maintenant donc, sur une image satellitaire ici où on retrouve notre chaîne himalayenne. Vous avez l'Everest ici, donc entre le plateau du Tibet au nord, la Chine, et le Népal au sud. Et on va parler de quelques séismes. Donc je vais vous parler en fait d'un séisme qui a lieu récemment, le 7 janvier dernier, il y a un peu plus d'un mois. Donc au nord de l'Everest, ici 80 km au nord de l'Everest. Je reviendrai un peu plus tard sur ces séismes qui ont lieu 10 ans avant, en 2015, plutôt au sud de la chaîne himalayenne. Alors pour préciser rapidement les choses et qu'on ne fasse pas de confusion, un séisme, donc il s'agit de mouvement de la trace, en fait. Le séisme est provoqué par le mouvement de blocs de part et d'autre d'un plan de faille. C'est ce qu'on essaye de schématiser sur ce diagramme ici. Vous avez un plan de faille, une cassure à travers la croûte qui sépare deux blocs. Quand ces deux blocs bougent l'un par rapport à l'autre de manière brusque, c'est ce qui provoque un séisme. Ce séisme, il a une source ou un hypocentre à l'intérieur de la croûte. La projection de cette source sismique à la surface de la Terre, c'est ce qu'on appelle l'épicentre, c'est la position du séisme sur une carte. Alors quand ce séisme est suffisamment fort, ce mouvement des deux blocs l'un par rapport à l'autre peut laisser une trace en surface, c'est ce qu'on appelle une rupture de surface ou un escarpement de surface. Donc ce séisme, plus il est fort et donc plus il va provoquer des ondes, ce qu'on appelle des ondes sismiques, qui sont schématisées ici par ces lignes mauves, elles vont se propager dans la croûte et faire trembler la Terre. C'est un tremblement de terre. Alors, des failles, il y en a de différents types, juste pour préciser un peu les choses. Donc, vous avez ici en haut à gauche des failles qu'on dit inverses, qui sont des failles qui ont lieu dans des zones où les blocs sont comprimés l'un contre l'autre. Un bloc chevauche l'autre sur un plan incliné. C'est ce qu'on appelle une faille inverse. Le cas contraire, c'est lorsque les blocs s'écartent l'un de l'autre. Alors ils peuvent glisser sur un plan incliné à nouveau. Il y a un bloc qui monte, un bloc qui descend. On fait de l'extension. On appelle ça une faille normale. Lorsqu'il n'y a pas de mouvement vertical, quand les blocs bougent l'un par rapport à l'autre dans le plan horizontal, on forme ce qu'on appelle un décrochement, une faille décrochante. Donc elle bouge soit dans un sens, soit dans l'autre. On dit sénestre ou dextre. Alors, je vais vous parler un peu de mécanisme au foyer. Lorsqu'il y a un séisme, les sismologues rapidement calculent ce qu'on appelle un mécanisme au foyer, que vous voyez ici. Ce sont ces cercles ici avec ces contrastes de noir et de blanc. Et ces mécanismes au foyer, calculés rapidement par les sismologues, grâce aux stations sismiques qui sont donc localisées autour de la zone qui vient de trembler, permettent rapidement de nous donner des éléments fondamentaux du séisme qui vient d'avoir lieu. Ça nous donne le type de faille. On sait tout de suite si on a affaire à une faille normale, à une faille inverse ou éventuellement à une faille décrochante. On sait également l'orientation de la faille. Ici, l'orientation de ces ellipses, c'est la direction du plan de faille. On a également donc un sens de glissement. On sait si la faille est normale, inverse, dextre ou sénestre. C'est donc un outil formidable pour rapidement caractériser le séisme qui vient d'avoir lieu. Si je reviens au séisme du 7 janvier dernier, voici ce que les instituts internationaux qui mesurent la sismicité à l'échelle du globe ont rapidement calculé. Et on voit que sur 6 mécanismes calculés, ils sont tous du même type. Ils nous indiquent que le séisme du 7 janvier 2025, au nord de l'Himalaya, c'est un séisme en faille normale, donc d'extension, de direction nord-sud, et il se situe également à 10-15 km de profondeur. Alors lorsqu'on replace ce séisme, donc ici sur une carte de type tectonique, géologique, on a placé l'épicentre du séisme sur la carte, on se rend compte que ce séisme se situe à l'ouest de failles ici dessinées en rouge, qui sont des failles normales, connues dans cette région.
Et il semblerait donc bien que ce séisme ait lieu sur cette faille ici, hein, que je souligne avec mon pointeur. Effectivement, lorsque les premières images satellitaires, hein, dans la journée qui a suivi le séisme, hein, ont rendu compte de la zone qui venait de trembler, on pouvait voir, hein, donc, sur ces images, hein, ce qu'on appelle un escarpement, hein, de la faille. En fait, on voit ici, vous voyez ces petits traits noirs, hein, qui sont pointés ici par ces flèches rouges, hein, qui indiquent que la surface de la Terre ici a bougé. Les géologues chinois sont rapidement allés sur la zone du séisme. Hein. Le séisme a eu lieu le matin. Dans l'après-midi, hein, ils étaient déjà sur place et ils pouvaient prendre des photos de la trace de la rupture en surface. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, ici on voit des personnages qui sont ici, hein, donc il s'agit d'escarpements, hein, de taille relativement importante. Hein, voici une vue de près, il s'agit d'un décalage donc, vertical, hein, de 2-3 mètres provoqué par le séisme. Alors ce séisme il a lieu ici, hein, sur un système de failles normales. Vous voyez qu'il y en a une ici, il y en a d'autres un peu plus au sud et d'autres un peu plus à l'est également. Hein, ces failles appartiennent, hein, donc à un graben de direction nord-sud dans le sud du Tibet. On va aller voir maintenant ce qui se passe plus au sud, ici le long de ce même système de failles. Dans le paysage, voici à quoi cela ressemble. Hein. Donc on a une rivière qui s'écoule ici, j'y reviendrai plus tard. Et on voit la trace de la faille. Alors il faut un peu d'habitude, hein, pour la détecter. On va zoomer sur la région. Et donc, à nouveau, je vous dessine ici la trace de la faille dans le paysage. Ce que vous voyez ici, ce plan ici incliné, c'est ce qu'on appelle le plan de faille, hein, exhumé à la surface, hein, de la Terre. Et on voit que ce plan de faille décale, hein, ce qu'on appelle des terrasses alluviales, hein, qui sont ici des conglomérats, hein, déposés par cette rivière et par l'un de ses affluents. Hein, si on interprète un peu cette photo de terrain, pour y voir un peu plus clair, hein, je ressouligne ici la trace en surface de la faille et ces niveaux de terrasse, qu'on a appelés ici T2, T3, en jaune et en orange, qui sont décalés, hein, de plusieurs mètres, ici entre 14 et 15 mètres en fait, hein, de hauteur. Donc il ne s'agit pas ici de la trace d'un séisme, hein, mais il s'agit d'une trace, hein, du déplacement cumulé, hein, de plusieurs séismes au cours du temps. Alors on peut mesurer de manière précise ces décalages verticaux, hein, en faisant des relevés topographiques sur le terrain, et donc on peut mesurer, comme je vous disais, des décalages verticaux, hein, dus au mouvement sur la faille de l'ordre de 14 à 15 mètres. Si on connaît l'âge, hein, de ces terrasses, l'âge, le moment où ces terrasses ont été abandonnées par la rivière, alors on peut essayer de calculer ce qu'on appelle une vitesse moyenne de déplacement sur la faille. Alors pour ce faire, on utilise un outil isotopique. Hein, donc on utilise ce qu'on appelle le beryllium-10, qui est un isotope cosmogénique, qui se forme en fait dans les minéraux, hein, des galets abandonnés par la rivière à la surface de la terrasse. Et il se forme en fait par interaction, hein, donc avec l'oxygène de la silice par exemple, avec, hein, ce qu'on appelle le rayonnement cosmique. Hein, ce rayonnement cosmique, hein, il vient de très haut dans l'espace. Il traverse d'abord l'atmosphère, il se transforme déjà, et ce qui arrive à la surface de la Terre, ce sont des neutrons très énergétiques, hein, qui rentrent en collision. Hein, donc vous avez une sorte de réaction atomique qui fabrique cet isotope cosmogénique. Et donc ces galets, abandonnés à la surface de la rivière, accumulent, hein, du beryllium-10 cosmogénique au cours du temps. Et donc si on arrive à compter le nombre d'atomes de beryllium-10 dans les cristaux de quartz, eh bien, on peut en déduire un temps et donc faire une datation. Hein, cet outil est très sensible aussi à ce qui se passe à la surface de la Terre. Il va aussi nous permettre de quantifier l'érosion. On verra ça un peu plus tard dans l'exposé. Donc si je reviens à mes décalages verticaux de 14 et 15 mètres, en fait, mon beryllium-10 me permet de dire que ces terrasses ont été abandonnées à 10 000 ans et à 12 000 ans. Donc à partir de ces deux datations de la terrasse, je peux calculer une vitesse verticale moyenne qui est de l'ordre de 1,3 à 1,4 mm par an. Donc ce genre d'exercice sur une faille, et puis connaissant, hein,
le type de séisme qui peut avoir lieu sur ces failles. On a eu le séisme du 7 janvier dernier, on a vu qu'il fabriquait un décalage cosismique de l'ordre de 2 à 3 mètres. Et bien pour fabriquer finalement ces décalages de 14 et 15 mètres en 10 à 12 000 ans, il faudra certainement donc 2 à 3 séismes, hein, 4 ou 5 séismes plutôt, hein, tous les 2 à 3 000 ans. Alors, on va regarder un peu plus maintenant l'interaction entre cette faille, hein, qu'on appelle la faille de Carta, ici en rouge, et cette rivière ici en bleu, hein, qui est la rivière Haroun. Et on voit bien que cette rivière suit, hein, la faille de près. Il y a une interaction très forte entre cette faille et la rivière. On voit ici un modèle topographique, hein, de terrain de cette zone ici encadrée en noir. On reconnaît le lit de la rivière Haroun ici qui traverse la faille à plusieurs endroits. Et on peut voir très nettement, hein, donc la trace de cette faille marquée par ces grands triangles ici dans la topographie. Hein, c'est ce qu'on appelle des facettes triangulaires. Ces facettes triangulaires, hein, sont vraiment le résultat de l'activité au cours du temps, hein, de cette faille normale qui soulève, hein, la partie amont, enfin, la partie donc en surrection ici à l'est de la faille par rapport à la zone donc située à l'ouest de la faille qui descend, hein, dû au jeu de la faille normale. Donc ici on a une interaction donc très forte, hein, et qui est marquée dans le paysage par ces facettes triangulaires entre l'activité tectonique de la faille et l'érosion, hein, de ces vallées, hein, qui forment donc ces facettes. Dans le paysage, à quoi ça ressemble, hein, voici une vue, hein, de ces facettes triangulaires. On les voit ici, je les surligne ici avec mon pointeur. Et on peut voir que ce sont des zones très très raides qui deviennent plus raides à la base. Hein. La faille se situe à la base de ces facettes triangulaires. Lorsqu'il y a un séisme, hein, donc la facette triangulaire est rajeunie par sa base. Alors cette activité tectonique des failles normales, hein, donc sur des plans, hein, qui sont très raides, c'est quelque chose de relativement instable. Et donc, à la fois, les secousses par les tremblements de terre et la formation de ces facettes triangulaires occasionnent d'énormes glissements de terrain, hein, qui correspondent à l'effondrement en fait, progressif de cette facette. On voit ici, hein, les débris d'un de ces glissements de terrain. Évidemment, lorsque ces glissements de terrain tombent dans les vallées, ils ont tendance donc à les barrer et donc occasionnent donc des barrages de rivières. C'est ce qui a dû se passer, hein, donc le long de cette rivière Haroun, qui, comme on le voit ici, la partie amont ici a été surlignée en bleu pâle ici, qui indique la position en fait d'un paléolac à un moment où cette rivière était barrée. Ce paléolac, on peut en voir la trace dans le paysage. Vous avez ici une vue, hein, donc prise du nord vers le sud. Ce que vous voyez ici, c'est l'Everest vu du côté tibétain. On a ici le lac, aujourd'hui a disparu, mais on retrouve dans le paysage la trace, hein, d'anciennes lignes de rivage, d'anciens dépôts lacustres associés à la présence de ce lac. À d'autres endroits dans le paysage, on reconnaît très bien ces lignes ici horizontales, hein, qui balafrent la base des reliefs ici, qui indiquent que le lac autrefois avait une profondeur d'environ 200 mètres. Hein, donc c'était un lac relativement considérable dans ce bassin amont au sud du Tibet. À d'autres endroits, on peut reconnaître, hein, des argiles, hein, qui sont associées à ces dépôts lacustres et dus à la présence de ce lac. Alors, comme je le disais, donc, voici l'étendue totale de ce lac. C'est un très grand lac. Aujourd'hui, il n'existe plus. Il a été capturé par cette rivière Haroun, hein, qui s'écoule vers le sud, hein, qui traverse la chaîne himalayenne. Et donc, cette capture, hein, de ce bassin versant gigantesque, hein, par l'érosion, hein, de la rivière, a pour conséquence une incision beaucoup plus importante, hein, de cette rivière en aval. Lorsque l'Haroun, hein, est sur le plateau du Tibet, hein, son cours est relativement normal, dans des vallées à fond plat, un peu incisées. Quand on se rapproche de la chaîne himalayenne, cette rivière incise des gorges, hein, de plus en plus profondes,
Et quand on est sur le côté népalais de l'Himalaya, cette rivière Arun a vraiment creusé une gorge extrêmement profonde dans ces vallées qui sont maintenant des vallées en V très, très caractéristiques. Donc cette incision exceptionnelle de l'Arun à travers la chaîne himalayenne, c'est une zone de passage assez rare à travers la chaîne himalayenne qui fait le lien entre le piémont népalais et le Tibet au nord et qui est le lieu de passage de ces caravanes de yaks et de leurs bergers. Alors, cette incision exceptionnelle de l'Arun vient de faire l'objet d'une publication à Nature Géosciences, là, il y a quelques mois. Vous pouvez voir ici une carte de ce qu'on appelle un indice morphométrique. Il devient rouge ici à l'est de l'Everest, dans ce passage que je viens de vous montrer, en fait, où l'incision est accrue. Et une des idées de ces auteurs, c'est que cette incision accrue serait le résultat de la capture de ce paléolac, et que l'une des conséquences donc, de cette incision accrue, c'est une érosion augmentée le long de cette rivière au passage de la chaîne himalayenne, et donc en conséquence du déblaiement dû à l'érosion dans la chaîne himalayenne, ce qu'on appelle donc un rebond isostatique, c'est-à-dire que la croûte allégée de ces sédiments qui ont été déblayés par la rivière remonte verticalement. Et les modèles que ces auteurs ont faits semblent indiquer que ce rebond isostatique ici pourrait être responsable de plusieurs dizaines de mètres de soulèvement de cette région himalayenne au niveau de l'Everest. Alors ça c'est intéressant parce que l'Everest, comme vous le savez peut-être, donc atteint une hauteur de 8849 mètres, pour être précis. C'est à peu près 250 mètres au-dessus de l'ensemble des plus de 8000 de l'Himalaya. Et donc il y a effectivement une sorte de mystère à essayer d'expliquer, en tout cas, pourquoi l'Everest a cette attitude exceptionnelle. Et l'une des raisons pourrait être effectivement cette capture de ce paléolac le long de la rivière Arun. Donc, on a vu ce qui se passait au niveau du séisme là, du 7 janvier dernier, au niveau de ce système de faille normale et de cette rivière Arun. On va regarder rapidement ce que signifient ces séismes ici de 2015. Donc, ce sont des séismes d'un autre type. Ils sont au sud de la chaîne himalayenne. Ils sont dans la direction de ce qu'on appelle ici le front principal himalayen, qui est une faille de chevauchement que l'on voit ici dans un bloc diagramme, qui permet ce contact entre l'Inde et l'Eurasie. C'est l'endroit où l'Inde plonge sous la plaque eurasiatique. C'est une faille donc à pendage relativement faible vers le nord. C'est une faille inverse. L'Eurasie chevauche l'Inde. Alors quand on essaye de regarder cette faille au niveau des incisions des rivières dans le piémont, on peut observer ceci. Voici un lit de rivière ici qui a incisé les alluvions au niveau de l'endroit où cette faille affleure en surface. Alors on va zoomer dans cet endroit pour voir un petit peu mieux. Et on peut observer ici donc un plan incliné. Vous avez un personnage ici qui donne l'échelle. Et donc on voit ici des sédiments en gris, plus anciens, qui viennent chevaucher des sédiments plus récents ici. On a bien donc une faille inverse qui permet donc le chevauchement de ces sédiments sur les sédiments plus jeunes. Quand on va à la surface de ces terrasses, on peut voir à nouveau, cette fois-ci, cette faille qui forme un escarpement de surface ici, qui est de plus de 10 mètres. À certains endroits, ici, on peut mesurer jusqu'à 15 mètres. Et ici, donc, ce décalage de 14-15 mètres est associé à deux événements de 7 mètres chacun, donc des séismes beaucoup plus importants que ceux de faille normale donc, que je vous décrivais tout à l'heure. On a affaire ici à des événements de magnitude 8 à 8,5. Donc, pour résumer, on a cette extension ici au nord avec des séismes de magnitude 7. Au sud de la chaîne himalayenne, on a ces séismes de 2015 qui témoignent donc de raccourcissement sur une faille inverse, la faille frontale himalayenne. On a noté ici aussi donc la présence, enfin en tout cas l'existence de séismes historiques qui sont
celui de 1934, le séisme népalais du Bihar, qui a atteint la magnitude 8,4. Donc voilà, pour résumer rapidement ce qu'on a vu donc, sur l'Himalaya, donc une extension plutôt est-ouest, donc au nord de l'Himalaya, avec des failles normales qui bougent à des vitesses de l'ordre du millimètre par an. Au sud de la chaîne himalayenne, la trace donc de séismes plus importants qui témoignent donc du raccourcissement à une vitesse de l'ordre de 2 cm par an et qui fabriquent des séismes bien plus gros. On a vu qu'il y avait une interaction forte entre la tectonique et les rivières. Ce rôle des failles normales, d'abord pour piéger d'une certaine manière les bassins versants en amont, transformant ces rivières en bassins lacustres, et ensuite une rétroaction de type climat tectonique, c'est-à-dire que la rivière reprend le dessus, capture le lac, et une des conséquences de cette capture, à nouveau, une conséquence sur la tectonique, avec la possible donc, croissance, ou en tout cas une explication possible à ce relief exceptionnel de l'Everest. Alors, on va maintenant se déplacer de l'Himalaya vers les Vosges, cette région où nous sommes. Voici la zone de collision donc, entre la plaque eurasiatique et la plaque africaine au sud, donc cette zone de collision essentiellement méditerranéenne, finalement. Vous voyez ici en noir, tous ces traits noirs, ce sont des failles plus ou moins actives. La plupart sont des failles inverses, mais il y a aussi des décrochements. Le raccourcissement entre la plaque eurasiatique et l'Afrique, ici, il est l'ordre de quelques millimètres par an, donc beaucoup plus faible qu'entre l'Inde et l'Eurasie vers l'est. Néanmoins, c'est une zone qui fabrique également des tremblements de terre, comme vous le savez. J'en rappelle ici quelques-uns des récents. Le séisme, le couple de séismes qui a eu lieu en Turquie et en Syrie, avec énormément de victimes dans ces deux pays. Le 6 février 2023, séisme de magnitude 7,8, magnitude 7,6. En septembre 2023, on a eu un séisme de presque magnitude 7 au sud de Marrakech, dans le haut Atlas marocain ici. Séisme de faille inverse. On a eu des séismes dans les Apennins en 2016, deux séismes plus petits, magnitude 6,2, 6,6, qui ont fait énormément de dégâts et de victimes également. Et puis voilà, j'ai mis également cette crise sismique qui a lieu en ce moment même dans la région de la caldeira de Santorin. Donc c'est le système de faille normale cette fois-ci aussi, entre Santorin et Amorgos. Alors pour le moment, c'est une crise, on appelle ça un peu une crise sismique, avec des séismes relativement modérés, jusqu'à magnitude 5. Mais il faut savoir que donc, cette région de Santorin a été le lieu d'un séisme en 1956, un séisme sous-marin, sans doute à magnitude 7, 7,5, qui a occasionné donc, un tsunami dans tout l'Est méditerranéen. Alors qu'en est-il de nos Vosges? Alors l'Himalaya dans la partie haute, les Vosges dans la partie basse, vous reconnaissez probablement. Évidemment, il y a une différence de taille considérable. C'est on peut dire presque un facteur 10. 9000 mètres d'altitude pour l'Himalaya, 1000, 1200, 1300 mètres d'altitude pour les Vosges, 2000 km de long pour l'Himalaya et 150 km de long pour les Vosges. Mais bon, tout ne se met pas à l'échelle de manière simple. Ici, je vous montre un modèle numérique de terrain, à gauche de la partie orientale des Vosges, à droite, vous reconnaissez, je vous ai déjà montré, de cette partie, d'une partie himalayenne du relief, plus pour vous montrer des similarités. Même sans être spécialiste, vous pouvez reconnaître très très bien où sont positionnées les rivières, vous reconnaissez les versants et ces petites incisions qui viennent rejoindre des rivières principales. On fait le même type d'observation dans le relief himalayen. Donc d'une certaine manière, les reliefs ici montrent des caractéristiques communes. Et c'est ce qui nous dit que étudier l'Himalaya, finalement, ça nous donne des outils peut-être pour comprendre les Vosges.
Et vice-versa d'ailleurs, si on étudie peut-être le relief des Vosges, on arrivera peut-être à mieux comprendre ce qui se passe dans l'Himalaya. Alors, voici encore un peu de mise à l'échelle. Donc, voici à nouveau l'ensemble de ce relief vosgien, donc, qui sépare à l'ouest ce qu'on appelait le plateau lorrain. Je suis obligé de mettre entre guillemets plateau après plateau lorrain ici, entre guillemets, parce que je vous ai parlé du plateau du Tibet. On ne parle pas tout à fait des mêmes choses. Donc, c'est Vosges qui sépare le plateau lorrain de cette plaine rhénane ici de plus faible altitude, situés donc tous deux donc au nord donc des Alpes et du Jura. Lorsqu'on fait une coupe topographique est-ouest à travers ces reliefs vosgiens, on voit ici un trait qui est connu de tous, qui est cette pente relativement faible du relief lorsqu'on va vers le plateau lorrain, et de cette pente beaucoup plus forte et abrupte lorsqu'on passe les cols et qu'on descend dans la plaine rhénane. Donc ces deux versants sont séparés par ce qu'on appelle une ligne de partage des eaux, et on reviendra tout à l'heure pour voir si on peut discuter de la stabilité de cette ligne de partage des eaux. Donc le versant oriental, ici alsacien des Vosges, on peut voir qu'il est constitué de rivières à géométrie relativement simple, qui sont donc alignées dans la ligne de plus grande pente, due à cette pente plus forte sur le versant oriental. Donc on va faire deux choses. On va d'abord regarder ce qui se passe à l'échelle d'un bassin versant, et on reviendra ensuite sur la ligne de partage des eaux. Pourquoi il ne veut pas bouger ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on le relance ? Hop. On va y arriver. Je ne sais plus où vous étiez. On va retrouver. Petit problème dans la tête. C'est plus loin encore. On y arrive. Voilà, nous y sommes. Ça marche ? Oui. Donc on va regarder d'abord ce qui se passe donc, au niveau d'un bassin versant, ici, donc, au niveau de Ribeauvillé. Nous sommes ici donc, dans un bassin versant en fait, de la rivière qui s'appelle le Strengbach. Et ce bassin versant, donc, je le... Oups, non, vous ne pouvez pas voir. Hop, je remets mon pointeur, excusez-moi. Voilà. Donc Ribeauvillé se situe ici. Et donc le Strengbach ici remonte jusqu'à cette ligne de crête ici. Et donc ce que vous pouvez voir ici sur un modèle numérique ici relativement précis, c'est cette distinction qu'on peut faire entre cette partie haute du relief et cette partie basse. Vous allez reconnaître ici des pentes plus douces, une rivière peu incisée, alors que dans la partie aval, on voit bien qu'on a une gorge beaucoup plus profonde, avec des versants plus raides et beaucoup plus de petits confluents. Je remets en haut à gauche ici ce même modèle numérique de terrain. Et ici, vous avez une carte géologique simplifiée de la région. Ribeauvillé se situe ici complètement à droite. Et vous pouvez voir donc cette rivière du Strengbach donc, qui remonte vers l'amont ici et qui se trouve ici dans des terrains bleus en amont, mais également dans ces terrains un peu bleus aussi en aval, qui sont des roches plutôt granitiques. Donc il n'y a pas une différence très forte en fait du point de vue du substratum rocheux, qu'on soit en amont ou en aval dans ce bassin versant. On reconnaît également quelques dépôts ici résiduels de grès rose du Buntsandstein, qui occupent plutôt la partie aval de ce bassin versant. Alors ici, on a une vue un peu 3D, donc vue de l'ouest vers l'est. Vous avez Ribeauvillé ici dans la plaine rhénane. Ici, vous êtes sur le haut du bassin versant, à plus de 1000 mètres d'altitude. Et donc, à nouveau, on peut voir, donc sur une vue de ce type,
que les reliefs ici en amont sont beaucoup plus ouverts, aux pentes beaucoup plus douces, et qui se distinguent très clairement de cette partie aval où on a une vallée en V très accentuée et une rivière beaucoup plus incisée, qui sont séparés en fait tous deux par une zone où le Strengbach passe dans une sorte de gorge en passant ce qu'on appelle un saut topographique. Si on regarde un profil en long de cette rivière, vous avez Ribeauvillé ici à gauche, la zone source de cette rivière, le Strengbach ici en haut, on peut distinguer donc que ce profil, au lieu de montrer une concavité régulière et simple, en fait, montre deux domaines, l'un en aval, séparé de celui du haut par un saut topographique, ici souligné en rouge. Également, on peut voir sur un diagramme comme celui-ci, où la topographie est projetée, que le relief est beaucoup moins imposant en amont qu'en aval. Alors, vous avez ici une vue en fait, de cette zone amont, au niveau d'Aubure, pour ceux qui connaissent, avec un relief beaucoup plus ouvert et des pentes douces. Et ici, à nouveau, une vue en bloc diagramme de la partie basse, où on voit très bien le Strengbach incisé dans cette vallée profonde. Alors, ce genre de saut topographique, c'est ce qu'on appelle des perturbations le long de cours de rivière qui, s'ils sont à l'équilibre, on s'attend à ce qu'ils montrent une concavité relativement régulière. Pour une raison ou une autre, on a créé une perturbation, soit en abaissant la partie aval de ce bassin versant, soit en faisant de la tectonique, en faisant monter les reliefs, par exemple, ou encore en changeant les capacités d'érosion même de la rivière. On peut fabriquer ce genre de perturbation. Et une des caractéristiques de ces perturbations, c'est de se fabriquer plutôt vers l'aval et de remonter vers l'amont. Donc l'érosion est plus forte dans l'endroit où la rivière a une forte pente, et donc l'effet naturel de cette érosion accentuée, c'est que cette perturbation remonte avec le temps dans le bassin versant. Et donc ce qu'on essaye de faire, je ne suis pas sûr qu'on y soit encore bien arrivé, mais c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de mesurer, de quantifier, d'une part, la vitesse à laquelle ces perturbations remontent dans le bassin versant, et en même temps, essayer de déterminer à quel moment ces perturbations ont été formées et par quel processus. Alors pour ce faire, à nouveau, on utilise cet isotope cosmogénique qui est le beryllium-10, cette fois-ci non plus pour faire de la chronologie, mais pour estimer ce qu'on appelle des taux d'érosion moyens dans des bassins versants. En fait, ce que l'on fait, c'est qu'on se met à l'exutoire ici d'un sous-bassin versant, on récolte le sable transporté par la rivière et on compte le nombre d'atomes de beryllium-10 dans ces sables prélevés à différents endroits, donc dans le bassin versant. L'un des premiers résultats qui ressort de ce genre de quantification, c'est que d'une part, la partie amont montre des taux d'érosion plus faibles que l'ensemble des sous-bassins de la partie aval. Donc ça, c'est en accord avec ce qu'on observait tout à l'heure dans la topographie, avec une partie amont aux pentes plus douces, avec une érosion sans doute plus faible, qu'une partie aval beaucoup plus incisée, où l'érosion est plus forte. D'autre part, donc, on peut essayer d'utiliser ces différences de taux d'érosion pour essayer d'estimer la stabilité de ce saut topographique qui se situe par ici, et on trouve donc cette perturbation a dû migrer donc depuis peut-être Ribeauvillé vers l'endroit où elle se trouve à l'heure actuelle en plusieurs millions d'années. Alors un autre aspect donc sur les Vosges que je voulais montrer, c'était au niveau de la ligne de partage des eaux qui est ici montrée en rouge, et donc de la même manière on peut essayer de discuter, savoir si cette ligne est stable ou non dans l'espace. Pour cela, on regarde donc la géométrie des bassins versants qui se situent de part et d'autre de cette ligne de partage des eaux. Et avec notre outil cosmogénique, à nouveau, on peut mesurer donc l'isotope beryllium-10 dans des bassins versants qui se font face de part et d'autre de cette ligne de partage des eaux. On peut déterminer donc des taux d'érosion moyens de part et d'autre et en déduire un déplacement moyen de cette ligne de partage des eaux, ici déplacement
vers l'ouest. Donc, les versants alsaciens grignotent progressivement le versant lorrain à une vitesse relativement faible, entre 20 et 60 mètres par million d'années. Donc là aussi, qui indique que cette perturbation, en tout cas que cette instabilité de la ligne de partage des eaux, dure depuis plusieurs millions d'années. Alors, pour essayer de remonter à l'origine de ces perturbations, on va prendre du recul dans le temps et essayer de voir quels sont les événements qui ont façonné la région au cours du temps. L'un des événements majeurs qui a eu lieu depuis le Pliocène, depuis 5 millions d'années, c'est la mise en place du bassin versant du Rhin, qui s'est mis en place progressivement au cours des derniers millions d'années. Vous savez sans doute que le bassin de l'Ar, ici en amont, ou le bassin ce qu'on appelle le Rhin alpin, ici, était d'abord connecté à la mer Noire par le Danube, avant d'être ensuite connecté à la Méditerranée par le Doubs, avant d'être finalement capturé par le Rhin inférieur et former le bassin versant du Rhin que l'on connaît aujourd'hui. Alors c'est une évolution qui s'est faite en plusieurs temps. Donc la capture du bassin de l'Ar par le Rhin s'est faite aux alentours de 3 millions d'années. Et la capture du Rhin alpin donc s'est fait plus récemment, aux alentours de 1,7 million d'années. Donc, on voit ici qu'on a des événements dans l'histoire géologique récente qui ont façonné donc, la vallée rhénane, avec pour conséquence, sans doute, un impact sur les reliefs voisins. Donc, pour résumer, je mets ici un certain nombre donc, de points qui indiquent, qui sont des causes possibles, en tout cas, ou des processus qui ont influencé la formation des reliefs. D'une part, il y a évidemment un héritage structural et géologique, l'histoire géologique du fossé rhénan, qui a eu lieu sur la période tertiaire. On a une sismicité instrumentale et historique qui nous indique qu'il y a de la déformation. La sismicité instrumentale, les 50 ou 100 dernières années, nous indique plutôt que cette sismicité est de type modéré. Cependant, on connaît des séismes historiques ou des traces, on a des traces de séismes majeurs, notamment, voilà, je le dis rapidement, mais le séisme de Bâle, qui atteint sans doute la magnitude 7. Et puis, on a cette évolution donc, fluviale, qui est donc l'impact sur le relief de la capture du Rhin alpin, donc avec 2 étapes, 3 millions d'années et 1,7 million d'années. Tout ça contemporain aussi de la mise en place des glaciations ou des cycles glaciaires interglaciaires depuis 2 millions d'années qui ont également impacté la région. Ce que vous voyez ici surligné en bleu pâle et en bleu foncé, c'est la position sans doute de l'extension glaciaire au cours de ce qu'on appelle les maximums glaciaires, il y a 150 000 ans et il y a 20 000 ans. Donc, pour résumer un peu ce que je vous ai présenté, donc pour l'Himalaya, Tibet, donc on a vu qu'on avait des vitesses tectoniques importantes avec fabrication donc de grands séismes et avec des forts taux de soulèvement. On a des réponses fluviales rapides avec des taux d'incision importants et qui laissent dans le paysage à l'heure actuelle donc des marqueurs topographiques et morphologiques que l'on peut encore lire de manière relativement claire. Dans les Vosges, les vitesses tectoniques sont beaucoup plus lentes, probablement 1 à 2 ordres de grandeur plus faibles qu'en Himalaya. Des taux d'érosion plus rapides et probablement plus rapides que les mouvements tectoniques, ce qui fait que les traces dans la morphologie sont beaucoup moins tangibles que dans l'Himalaya. Mais par contre, on a sans doute toujours l'impact d'événements donc anciens, qui sont probablement toujours sensibles dans notre topographie, qui correspondent donc à la mise en place du bassin versant rhénan et les cycles glaciaires interglaciaires. Voilà. Et donc, dans les Vosges, en tout cas, on fait face à une grande complexité pour essayer de démêler les différents facteurs à l'origine des déséquilibres topographiques que l'on constate. Voilà, je vous remercie.